Alors, on va passer à la ronde numéro 1, qui est comment donner vie à One Health dans les territoires. Et je vais demander aux différents intervenants de cette table ronde, donc Cécile Scarzonido, je vais demander également à Caroline Boussala. On a une vidéo de Pascal Boireau qu'on passera tout à l'heure. Ariel Brunner, Anne-Laure Avizou et Françoise Schetzel de bien vouloir allumer leurs différentes caméras. Voilà, pour qu'on puisse avoir l'intégralité de... Il nous manque encore Cécile. Cécile, vous êtes là? Oui, tout à fait. Ah, c'est parfait. Bon, mais écoutez, merci. Je crois qu'on est tous là. Quand je dis tous, d'ailleurs, je devrais dire on est toutes là. Voilà, après tout, on peut mettre un genre majoritaire puisque je suis le seul représentant. La parité chez Nil est quelque chose d'important. Donc, on essaie de la respecter au maximum. Et on va passer à cette table ronde numéro 1, donc sur comment donner vie à One Health dans les territoires, avec un certain nombre d'expériences et d'expérimentations et de projets que vous avez portés. Et je vais passer tout de suite la parole à Cécile Scarzonidio, qui représente le dispositif de recherche et d'enseignement en partenariat One Health OI, donc à La Réunion, et qui va nous parler justement de cette inscription de One Health dans les territoires ultramarins, avec en particulier un certain nombre de projets sur La Réunion et sur Mayotte, qui sont tout à fait passionnants. Cécile, si vous voulez prendre la parole. Oui, merci beaucoup. Merci pour cette invitation. Oui, donc je suis vétérinaire épidémiologiste et je travaille pour le CIRAD, qui est un centre international de recherche appliquée. Et dans le contexte insulaire de l'océan Indien, où il y a 5 pays différents, on anime donc un dispositif de recherche appliquée, de recherche de surveillance et de formation avec l'ensemble des pays de la zone dans l'approche One Health. Donc, ça fait plus de 10 ans qu'on mène ces actions. Alors, évidemment, il y a des actions au niveau politique, des actions au niveau national, mais surtout, et aussi des actions au niveau local, avec le développement de partenariats intersectoriels de terrain entre les acteurs de terrain, les acteurs de santé, hein, puisqu'on travaille sur les émergences, les pathogènes et la préservation de la santé des animaux et la santé humaine. Et donc, on a pu merger 2 réseaux de surveillance qui étaient des dispositifs en santé publique et un dispositif en santé animale, qui ont fusionné et qui ont créé le réseau One Health Océan Indien, où on déploie des actions communes entre les secteurs, santé environnementale, santé animale et santé publique, et aussi des outils de terrain. Ça peut être des outils d'alerte précoce, des dispositifs de recherche, de fouilles de textes pour développer des alertes précoces sur des alertes de pathogènes, et aussi des outils pédagogiques, du travail de terrain pour que les compétences des médecins et des vétérinaires soient associées sur le terrain. J'avais une question, je remettais ma caméra. Est-ce qu'il y a les conditions particulières d'un département d'outre-mer qui obéissent à un certain nombre de contraintes et également d'opportunités, est-ce qu'elles ont un impact particulier sur la mise en place de ce type de projet, ou est-ce qu'au contraire, ça fait partie des choses sur lesquelles il n'y a pas de... Voilà, vous vous sentez totalement, je dirais, dans la même disposition et la même facilité d'action qu'Ariel en Grand Est ou... Oui, alors vous avez tout à fait raison. La particularité des DROM, hein, c'est qu'on travaille donc avec une législation française sur un territoire français comme la Réunion et Mayotte, mais avec une pression pathologique de maladies tropicales
qui n'existe pas toujours dans la législation ou en tout cas pas sur le territoire métropolitain, avec une pression d'introduction de pathogènes qui soient des pathogènes des plantes ou des animaux bien différentes et souvent plus fortes que sur le territoire européen. Et encore, hein, à l'heure actuelle, on est indemne de grippe aviaire, ce qui n'est pas le cas de la métropole de l'Hexagone. Donc, on n'a pas toujours des situations. Alors, c'est intéressant comme discussion parce qu'on doit faire adapter les lois, les priorités à notre contexte insulaire et à nos contextes tropicaux. Par exemple, la liste des maladies prioritaires a été revisitée et il y a eu des travaux menés avec la DGL et l'ANSES pour revisiter ces listes de maladies prioritaires et les adapter aux DOM, évidemment. On a la fièvre afteuse qui nous menace, qui est dans les pays voisins. On a la peste des petits ruminants. On a évidemment la peste porcine africaine comme dans l'Hexagone, mais la maladie de Newcastle, la grippe aviaire qui n'est encore pas présente sur nos territoires comme la Réunion ni Mayotte. Donc, ces menaces tropicales de pathogènes, on va dire, plus tropicaux font que la législation doit s'adapter évidemment aux priorités des DOM-TOM. Par exemple, sur Mayotte, vous voyez, quand il y a eu une épidémie de fièvre de vallée du Rift, hein, donc c'est une maladie qui est encore inconnue sur le territoire métropolitain, il a fallu évidemment mettre en place une cellule de crise, se poser la question si on allait attaquer une vaccination des cheptels ou si l'épidémie pouvait être circonscrite de manière plutôt avec des mesures de biosécurité, et se poser la question de la déclaration évidemment d'infection et ensuite des répercussions qui pouvaient se poser sur le statut de la France en entier, quoi. Merci beaucoup, Cécile. Alors, Caroline Boussala, vous êtes chargée de projet en éducation pour la santé au comité départemental d'éducation pour la santé du Var, en 83. Je pense que d'ici quelques années, on en discutait avec Françoise en préparant cette table ronde. D'ici quelques années, vous allez voir arriver très certainement un certain nombre de pathologies qui existent déjà à La Réunion. On a vu arriver le moustique tigre à Strasbourg. On sait qu'il y a des cas de dingue à l'heure actuelle de situation endémique en France. Donc, vous, dans l'éducation pour la santé et la santé globale, qu'est-ce que vous avez pu mettre en place dans le département du Var, justement, pour accompagner en particulier les scolaires, puisque vous avez un projet sur les scolaires qui, semble-t-il, est très intéressant. Je vous remercie, bonjour à toutes et à tous. J'en profite du coup pour remercier Neil pour cette invitation au colloque. Alors, en effet, juste le CODES 83, du coup, c'est le comité départemental d'éducation pour la santé. Donc, on est un acteur en promotion de la santé autour de différentes actions et un acteur, un accompagnement et évaluation de projet. On est également centre de ressources en éducation et promotion de la santé. Et du coup, comme vous le disiez, Olivier, bon, nos activités, elles portent sur différentes thématiques de santé, différents publics, différents milieux de vie, et on a en fait des projets en lien avec la santé environnementale. Donc, nos projets en lien avec la santé environnementale, ils sont financés par l'ARS PACA dans le cadre du PRSE. Et notamment, le projet que vous mentionnez à destination des scolaires, c'est un projet qui existe depuis 2015, donc qui s'intitule Orma. Donc, Orma, ça vient de l'italien emprunt. Et l'objectif d'Orma, c'est de sensibiliser justement les jeunes. Donc, on est scolaire, mais pas que, puisqu'on intervient aussi auprès des centres de loisirs. Donc, les enfants, les adolescents et les jeunes, donc école élémentaire et collège, à développer des habitudes de vie et des comportements dans les domaines indissociables que sont l'environnement et la santé. La particularité du projet, c'est de mettre en place un travail de santé participative. Concrètement, chaque année, on collabore avec 7 structures du Var qui ont identifié une thématique de santé environnementale qu'ils souhaitent mettre en œuvre à destination des publics qu'ils accueillent. Donc, on peut intervenir sur des grandes thématiques, hein, évidemment qu'on décline, mais l'alimentation durable, l'impact du plastique, le cycle de l'eau, la pollution sonore, évidemment qui est une problématique qui est très présente sur le terrain, pour faire référence du coup à l'intervention de M. Bertrand tout à l'heure. Donc, c'est une liste non exhaustive et concrètement, soit les structures souhaitent intervenir sur ces thématiques-là, soit elles ont réellement identifié sur leur terrain
une problématique de santé environnementale. À titre d'exemple, on a déjà pu intervenir auprès d'une école dont la commune a connu une pénurie d'eau dans le Haut-Var et qui se faisait ravitailler en eau potable. Donc on a travaillé du coup l'année qui a suivi sur le cycle de l'eau et essayer d'aider les enfants du coup à comprendre comment en fait une pénurie d'eau potable est possible. Donc ça, c'est voilà. En termes de cible, il faut bien comprendre que quand on met en place un projet tel que Orma dans une structure, on souhaite sensibiliser, en fait, viser 3 cibles différentes, que sont tout d'abord les professionnels des structures. Donc on va mettre en place différents temps de travail avec ces professionnels-là afin de les impliquer dans les projets. Donc tout d'abord un premier temps de présentation, donc là c'est très important pour définir la thématique qui est la plus adaptée au terrain. Un temps de co-construction, donc là on construit un module de séance qui est à destination des enfants, jeunes et adolescents. L'objectif c'est, on le sait, les thématiques de santé environnementale, c'est des thématiques qui peuvent être très complexes. L'objectif là c'est d'adapter le vocabulaire au public qu'on cible, de l'adapter à l'âge et également de former les professionnels à ces thématiques-là qui viennent du coup de milieux très différents. Donc on peut se retrouver avec des professionnels qui ont déjà une certaine sensibilité à la thématique ou des professionnels qui ne connaissent entre guillemets pas grand-chose, mais ont un véritable intérêt pour sensibiliser à cette thématique-là. Concrètement, auprès des enfants, adolescents et jeunes, on met en place un module de 5 séances. Donc 5 séances, ça paraît beaucoup, mais c'est très très important pour favoriser une cohésion de groupe et permettre la progression dans les apprentissages. Donc c'est 5 séances d'1h30. Comme je vous le disais, c'est un travail de santé participative. L'objectif, c'est de faire participer les publics. Pour cela, on utilise des techniques d'animation qui permettent de partir de leur représentation, de leurs idées reçues et éventuellement, quand il y a besoin, de déconstruire certaines idées au fil de ces 5 séances. Une particularité du projet Orma, donc travail de santé participative, c'est la construction d'un outil en lien avec la thématique qui restera dans la structure, que construisent les enfants et qu'ils animent auprès du coup de leur père. Alors attention, leur père, du coup, c'est leur entourage, donc on parle bien des autres groupes d'enfants des structures. Donc ces temps-là, ça permet vraiment aux enfants en fait de faire valoir leurs droits, de s'impliquer réellement en fait à la transmission des notions qu'ils auront appris, mais pas que de la posture, des idées, etc. Pendant le module des séances, et de transmettre tout ça du coup aux professionnels et aux autres groupes d'enfants. Voilà, à titre d'exemple, dans une école, on avait traiter des insectes et de la biodiversité. Et l'idée, du coup, ça a été de construire un hôtel à insectes. Donc, cet hôtel-là reste dans l'école. En général, les retours des structures, c'est que les outils sont réutilisés. Et on arrive, quand bien même, même si parfois, c'est pas toujours le cas, sans se mentir, mais on arrive à pérenniser du coup le projet, même quand le CODES 83 n'intervient plus dans la structure. Je tiens également à souligner que les interventions ne se font pas uniquement par les projets, donc nous sommes 2 dans l'équipe à mettre en place ce projet Orma. Là également, on incite à une co-animation avec le professionnel pour davantage l'impliquer et être dans un travail collaboratif. Merci beaucoup pour cet exposé. Moi, j'aurais une question immédiate qui est quel est l'accueil des jeunes par rapport à ce projet et quel est l'accueil des parents également, parce qu'il y a un travail qui peut être extrêmement intéressant, qui est celui d'avoir, on va dire, de l'influence qui vient des jeunes vis-à-vis des familles et qui peut faire changer un certain nombre de choses. On l'a vu avec le tabac en particulier. Donc, quel est le retour d'expérience que vous avez par rapport à Orma ? Alors, par rapport à Orma, au niveau des enfants, le retour d'expérience qu'on a, du coup, pour répondre à votre première question, on a des enfants qui s'intéressent en fait à la thématique, qui posent beaucoup de questions. Quand on arrive en séance, en général, faut bien se rendre compte qu'en fonction justement du public, déjà, on a une hétérogénéité du public qui est assez importante en fait sur le territoire du Var, avec certains enfants
Je prends par exemple l'exemple de l'alimentation durable. Certains enfants qui vont connaître voilà, le légume, l'origine du légume, et vont avoir déjà une petite notion de la fourche à l'assiette. Et puis, parfois, certains jeunes en fait, qui n'identifient pas certains légumes, ne connaissent pas certains légumes. Alors, je m'excuse pour les inconvénients du télétravail et des travaux si vous les entendez en arrière-plan. Donc, on a des jeunes en fait, qui parfois partent de rien. Donc là, on a des jeunes qui se questionnent. Quand on identifie une réalité terrain telle que la pénurie d'eau, forcément que là, les jeunes se posent des questions et ont du mal à faire tous ces liens-là. Donc, et l'idée aussi de comment est-il possible qu'une pénurie d'eau affecte en fait leur propre consommation. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est à déconstruire, puisqu'ils ont l'impression que l'eau n'est accessible que dans les supermarchés. C'est pour faire gros, hein, mais c'est pour justement expliquer. Donc justement, on a des enfants qui questionnent, des enfants qui abordent les notions et dans d'autres, si je parle de l'école, hein, mais dans d'autres matières. Donc on a vraiment une transversalité du projet Orma qui peut toucher aux mathématiques, aux sciences, à l'histoire-géographie. Donc sur les enfants, c'est tout ce que j'aurais à dire. Au niveau des parents, alors ça c'est un vrai enjeu de pouvoir impulser une dynamique dans les familles et permettre aux enfants de devenir acteurs dans les familles. Actuellement sur Orma, justement, c'est un travail sur lequel on essaye de s'orienter. Là, l'idée, ça va être d'inviter les parents justement à intervenir pendant les séances, à venir dans les séances assistées. Et nous travaillons également avec les structures de cette année à la création d'outils qui restent dans les structures, mais qui peuvent être également dupliqués dans les familles. Je pense par exemple à un livret de recettes de recettes anti-gaspi, à faire intervenir des parents qui mettent déjà ça en place chez eux, à échanger les bonnes pratiques. Donc ça, c'est des choses qu'on essaye de mettre en place cette année sur cet aspect. Écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'il y aura des questions qui vont suivre après dans la partie du débat. Je voudrais maintenant qu'on lance la vidéo de Pascal Boireau, qui est ancien directeur du laboratoire de santé animale de l'ANSES, qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui et qui va nous présenter le projet DIM One Health. Il ne peut pas parce qu'il est en Chine. Donc, c'est compliqué. Donc, on va l'écouter sur sa présentation. Bonjour à tous, merci de me donner la possibilité d'intervenir à distance dans votre table ronde. J'interviendrai au nom du DIM One Health en infectiologie, en associant Jean-Daniel Lelièvre, coordonnateur actuel du DIM One Health et qui m'a succédé en 2022. Mais avant, quelques mots sur les DIM. La région Île-de-France soutient la recherche via des domaines dits majeurs afin de ne pas éparpiller les subventions. Elle sélectionne des thèmes avec un porteur de projet et assure un financement de 5 ans pour la communauté, pouvant répondre aux appels d'offres organisés. La région a sélectionné notre projet fin 2016, bien avant la crise Covid-19. Alors pourquoi le DIM One Health? Pour cela, revenons brièvement sur notre monde. Sur 9 limites planétaires identifiées, 6 ont été franchies. L'eau manque, l'air se dégrade, les particules fines se propagent, la biodiversité a été réduite de 1/3 en quelques années, la forêt tropicale est abîmée, le sol est dégradé, le climat change aussi, la prolifération des espèces invasives par l'action humaine continue. Denis Meadows affirmait récemment « On a choisi le scénario de l'effondrement » en faisant référence à son ouvrage phare « Les limites à la croissance ». Le troupeau domestique, biomasse plus importante que celle des humains sur Terre, est particulièrement réceptive aux agents infectieux. Pas moins d'une demi-douzaine d'émergences majeures sont survenues au cours des 20 dernières années en France. Plusieurs d'entre elles ont été récemment confirmées par le laboratoire de santé animale ANSES en octobre 2023. Citons la réémergence de la maladie de la langue bleue du mouton, la maladie hémorragique épizootique touchant durement le troupeau de bovins en France, des épisodes West Nile récurrents touchant le cheval animal sentinelle. Nous vivons aujourd'hui une crise systémique et plurifactorielle, modifiant le microbiote terrestre, et les déséquilibres agents pathogènes hôtes sont une simple conséquence. L'infectiologie est une science s'intéressant à ces déséquilibres, causes de maladies infectieuses chez l'individu, d'épidémies au niveau populationnel. L'infectiologie est une science nécessitant des moyens et un soutien de jeunes chercheurs.
c'est l'action du DIM One Health, avec 3 axes: surveillance, prévenir et traiter, perception sociale. En 5 ans, pas moins de 12 plateformes nouvelles de rang national ont été soutenues en Île-de-France, avec un financement pour plus d'une 50aine de doctorants et post-doctorants. Cette action a eu un impact sur la recherche Covid, puisque beaucoup de financements ont été attribués en amont de la crise et des plateformes ont été installées pour décortiquer la réponse immunitaire lors d'infections par un agent pathogène. Le nouveau DIM One Health 2.0 associe encore plus les sciences humaines et sociales et permet à l'heure actuelle de construire une plateforme vaccinale avec une nouvelle stratégie jamais utilisée à ce jour. Il soutient également de nouveaux projets et la formation doctorale en infectiologie humaine et animale. En résumé, le DIM One Health a permis l'émergence d'un réseau fort en infectiologie en Île-de-France. Il vise à répondre aux défis en santé publique avec des applications concrètes et bien sûr, il est en interface avec d'autres projets One Health. Le mot d'ordre épistémique One Health, tel que Michalon le définit, vise effectivement à organiser une réponse face à une épidémie, parce qu'il faut un plan d'action. J'insiste là-dessus, et ce plan d'action nécessite une coopération pluri-institutionnelle. Les défis, tout compte fait, c'est l'humilité que l'on doit avoir et la notion de gérer l'activité humaine dans un monde très contraint. Merci beaucoup de votre attention. Je disais merci beaucoup, Pascal, de cette intervention par vidéo interposée. Je crois qu'elle replace bien la problématique des domaines d'intervention majeurs sur lesquels vont travailler un certain nombre d'acteurs. Et d'ailleurs, ça me permet de passer tout de suite la parole à Arielle Brunner, qui est donc directrice de la promotion de la santé et de la prévention et de la santé environnementale à l'ARS Grand Est. Et Arielle, quelle est la place? On a eu la chance d'avoir Virginie Quéré dans un Café Nil d'ailleurs dernièrement. Quelle est la place de One Health justement dans le plan régional de santé, dans le projet régional de santé, et puis la façon dont vous voyez l'implication de l'ARS sur le terrain pour animer les acteurs, encourager les initiatives, enfin voilà, tout ce qu'une bonne ARS sait faire comme vous le faites en Grand Est. Merci de me donner la parole. En tout cas, je suis ravie de participer à cette table ronde et de parler du sujet One Health. C'est vrai que la santé environnementale, pour l'agence, mais pour nous tous, hein, c'est vraiment un sujet de préoccupation majeure. C'est aussi pour nous prendre conscience, mais c'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est prendre conscience finalement qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé ces dernières années, hein, qu'on a été témoin de recrudescence de nombreuses pathologies, que l'épidémie Covid a vraiment remis en évidence cet énorme changement que nous vivons. Mais surtout, l'épidémie Covid, elle est venue finalement confirmer le fait qu'il y a des maladies d'origine animale qui peuvent devenir une menace pour la santé publique, avec des répercussions majeures, hein, sur notre vie, bien sûr sur l'économie, sur l'environnement, sur nos sociétés. Et finalement, toute l'évolution de ces dernières années, elle nous a amené à finalement mesurer pleinement que la santé animale, que la santé végétale, que la préservation des écosystèmes et que la santé humaine sont vraiment très, très, très liées. Et que donc, quand le monde qui nous entoure finalement devient hyper complexe et quand il bouge comme il le fait, on doit vraiment aborder ce sujet de façon interdisciplinaire, collective, pour que la réponse soit vraiment globale. Et c'est ce qu'on entend par ce sujet de One Health. Et donc l'agence là-dedans, quel est son rôle? Alors,
D'abord, je voudrais dire qu'une agence, une agence, elle est là bien sûr pour définir une politique, elle est là bien sûr pour poser un cadre, mais elle est là aussi et surtout pour accompagner et pour répondre, d'abord pour répondre aux besoins de la population de son territoire et bien sûr et de ses professionnels. Et elle est là pour accompagner les professionnels dans les actions qu'ils vont mener au quotidien pour répondre à un certain nombre de problématiques, dans le cas qui nous concerne évidemment des problématiques de santé ici. Et sur le sujet de la santé environnementale, en fait, nous, on travaille vraiment beaucoup avec tous les professionnels, mais on travaille aussi avec les collectivités. François Chetzel le dira un peu plus loin. Bonjour Françoise. C'est pour nous vraiment un axe majeur que ce lien que nous devons avoir pour travailler ensemble dans la même direction. Parce qu'au fond, l'agence, ce n'est pas l'agence qui fait. Alors c'est vrai, on avait employé un terme, Olivier, lors de notre préparation, on avait employé le terme de faire faire. L'agence, elle n'est pas du tout là pour faire, mais elle est là pour faciliter, accompagner, inciter, impulser, soutenir les professionnels qui, eux, vont s'engager. Et Madame Boussala, vous avez parfaitement décrit comment vous vous engagez sur le terrain. Et donc, nous, notre rôle, au fond, c'est ça, c'est finalement d'actionner tous les leviers qu'on peut actionner pour accompagner ces projets qui se mettent en place sur le terrain. Évidemment, nous menons un certain nombre d'exercices de planification, vous l'avez dit Olivier, notamment dans le cadre de notre projet régional de santé. Et nous avons, dans le cadre de ce projet régional de santé, nous en avons revu la partie qui s'appelle le schéma, mais je ne vais pas trop rentrer dans le détail, simplement dire que dans ce projet régional de santé, la directrice générale a souhaité afficher 4 priorités pour les 5 ans à venir, et parmi elles, l'une concerne l'adaptation au changement climatique et finalement la réduction de l'impact sur la santé de ce changement climatique. Et évidemment, dans les actions qui vont être menées dans les 5 ans à venir, il va y avoir des actions qui concernent directement cette réflexion One Health. Et notamment, je ne vous en cite qu'une, c'est les actions qui visent à développer un urbanisme favorable à la santé. Et là-dessus, on est engagé déjà avec certaines collectivités et on va poursuivre ce travail qu'on souhaite développer sur l'ensemble de la région. Je voulais aussi rapidement vous parler des travaux qu'on a engagés dans le cadre du plan régional de santé-environnement, qui est donc le 4e exercice que toutes les régions ont mené d'ailleurs. Et je dois dire que dans notre région, ce travail se fait de façon complètement articulée et en excellente intelligence avec nos partenaires que sont le conseil régional et la préfecture de région. Et c'est vrai que nous avons la chance, je le dis d'autant plus facilement que je n'étais pas à la manœuvre lorsque les travaux se sont engagés, donc c'est pas du tout moi que je recense, mais plutôt les équipes qui ont participé à ce travail. Je le dis d'autant plus facilement que finalement, le constat que je pose, c'est que les relations sont très fluides et les travaux sont efficaces au fond. On a réuni autour de ce plan régional santé-environnement une communauté que je vais appeler la communauté santé environnementale de la région, qui est extrêmement dynamique. On a organisé son lancement il y a quelques semaines avec la mise en place d'ateliers où évidemment, le sujet de One Health a été abordé, mais simplement, il faut vous dire que c'est une dynamique qui est très importante, mais qui doit, au-delà de la dynamique, se concrétiser en termes d'action avec l'ensemble des partenaires. Et sur ces sujets de santé globale, nous, on a évidemment un rôle à jouer et un rôle à jouer avec les autres administrations aussi qui sont engagées sur ces sujets. Et on participe maintenant de façon très, très régulière, et je voulais le citer parce que pour nous, c'est quelque chose de nouveau, mais qui est important. On participe de façon très régulière au comité régional d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale, où justement, c'est dans ce type d'instance qu'on met en lien les différents champs qui vont pouvoir justement, qui doivent se parler, qui doivent travailler ensemble pour qu'on ait vraiment cette vision globale de la santé. Donc voilà, je ne vais peut-être pas plus loin, mais je répondrai peut-être à d'autres questions. Je peux vous dire aussi quelles sont les actions sur lesquelles on s'engage. Voilà, vous me direz, Olivier, jusqu'où je
parler le temps qui m'est dédié. On va peut-être laisser tous ces points-là dans les questions qui vont venir après. Moi, il y a quand même un point qui me questionne, c'est une ARS, une agence régionale de santé, qui a comme public traditionnel, on va dire, les professionnels de santé, les associations de malades. Donc, on est dans de la santé humaine. Enfin, la loi HPST vous a créé les ARS justement dans ce sens-là. Quels sont les publics qui sont à l'heure actuelle non sanitaires, on va dire non sanitaires humains, qui sont les plus difficiles à entraîner? Est-ce que c'est les élus locaux? Est-ce que c'est la santé animale? Est-ce que voilà, et quels sont les leviers que vous verriez mettre en place pour faciliter le dialogue? Alors, j'ai envie de dire, alors, les usagers sont extrêmement concernés, vous le savez, par ces sujets de santé environnementale, ces sujets de One Health. Donc, c'est souvent eux qui nous rappellent, les enjeux et finalement les conduites à adopter. Il y a beaucoup d'associations qui sont très engagées. Et je pense qu'il y a bien sûr à la fois un fort travail de plaidoyer au niveau des collectivités d'élus, avec là encore, je pense, une photographie très différente du paysage en fait, parce que nous travaillons avec des collectivités qui sont extrêmement engagées et j'ai envie de dire à la pointe sur le sujet et qui nous servent aussi de fer de lance et d'exemple pour embarquer à nos côtés les autres élus. Mais je dois dire aussi qu'on a un sujet très important côté professionnel de santé. Je dois le dire, ce n'est pas l'ADN forcément des professionnels de santé, ces sujets de santé environnementale, ces sujets de One Health. Et on a vraiment un gros boulot de formation, de sensibilisation, de plaidoyer aussi sur l'intégration de ces problématiques à leur pratique quotidienne, sur l'intégration de ces différents sujets, à la fois parce qu'ils vont être évidemment confrontés aux pathologies qui sont directement liées à toutes ces problématiques de One Health. Ça a été abordé avec lors de la première intervention. Alors bien sûr, on n'est pas en Outre-mer, mais on est en France. On a évidemment on a du moustique tigre, on a de la dengue, on a de l'ambroisie, on a beaucoup de choses en fait. Donc, en France, sur le territoire national, bien sûr, j'entendais. Donc, il y a aussi pour nous un gros enjeu de sensibilisation, de formation, d'accompagnement des professionnels de santé sur ces sujets, parce qu'ils vont aussi être en première ligne pour porter un certain nombre de messages vis-à-vis des patients qui côtoient au quotidien. Et on sait que souvent, la porte d'entrée dans le système, elle se fait par les professionnels de santé. Donc, c'est important pour nous qu'on puisse les toucher, mais bien sûr pas que. Donc, on est une ARS, évidemment, on a le champ santé dans notre champ de compétences. Donc, évidemment, c'est pour nous un public privilégié. Et sur les autres associations et professionnels engagés, je dois dire qu'on a beaucoup d'associations très engagées au niveau de la région. Et notre job, finalement, c'est vraiment l'animation de cette communauté de santé environnementale au niveau de la région et de pouvoir intégrer aussi un nombre de professionnels de santé et d'élus croissants. Merci beaucoup, Ariel. Et bien, justement, ça va me permettre de passer la parole à Anne-Laure Avizou, qui est au conseil, qui est chargée de mission santé-environnement One Health au conseil régional Nouvelle-Aquitaine. Je me souviens en mars dernier, si mes souvenirs sont bons, d'un plaidoyer d'Alain Rousset dans un congrès de cancérologie, où il n'a pas parlé de cancer, mais il a parlé de One Health. Et c'était un discours qui m'a beaucoup marqué. Et donc, j'aimerais bien, je sais que la région est très impliquée sur ces questions-là, et j'aimerais bien que vous puissiez nous décrire un peu quelles sont les actions que vous menez, vous, en Nouvelle-Aquitaine, Anne-Laure, pour le concept One Health, c'est une seule santé. Oui, merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci effectivement pour l'invitation.
Moi, je suis chargée de mission santé-environnement à la région Nouvelle-Aquitaine et je travaille notamment sur ce sujet Une seule santé. Alors, l'approche One Health, c'est un sujet qui peut peut-être paraître un peu éloigné des collectivités locales habituellement. Et pourtant, on entend souvent que les solutions, elles émergeront des territoires. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment on fait finalement pour rendre ce concept Une seule santé opérationnel et notamment dans un conseil régional? Alors pour la Nouvelle-Aquitaine, vous l'avez dit, il y a une volonté politique très forte d'aller sur cette thématique. Et le point de départ pour nous, en interne, pour travailler, ça a été de s'intéresser aux spécificités du territoire. Quelles sont chez nous les problématiques où l'approche Une seule santé pourrait être pertinente? Alors, je ne vais pas vous dresser une liste des pathologies, mais on a tout de suite identifié forcément la grippe aviaire, qui est un sujet chez nous qui fait régulièrement la une de la presse. On a aussi la tuberculose bovine, qui sont des risques infectieux où l'approche Une seule santé est particulièrement pertinente, mais on pourrait aussi citer le West Nile qui est apparu depuis 2022 en Gironde, chez les chevaux mais aussi chez les hommes. Il y a la maladie de Lyme qui est une spécificité sur une partie du territoire. Et puis on a aussi en Nouvelle-Aquitaine des risques spécifiques qui sont liés à l'agriculture. On est la première région agricole de France, une agriculture qui consomme des produits chimiques avec du coup aussi des attentes des néo-aquitains sur cette question des pesticides et de l'impact sur leur santé. Donc voilà, c'est une fois qu'on s'est interrogé sur ces spécificités, c'est tout de suite plus facile d'imaginer comment on va pouvoir intervenir. Et les leviers d'action pour une région, ils sont forcément liés à nos compétences. Les compétences qu'on a quand on est un conseil régional, c'est des compétences sur le développement économique, l'agriculture, l'aménagement du territoire, la recherche, l'innovation, la formation, l'environnement. Et en fait, on voit tout de suite que finalement, loin du concept un peu hors sol One Health, c'est finalement une opportunité de porter une approche un peu différente et innovante des enjeux de santé. Et l'idée vraiment, c'est d'agir sur les déterminants de santé. Et c'est ça aujourd'hui qui porte l'action du conseil régional. Ce qui est aussi un élément important dans cette politique One Health, c'est la gouvernance. Donc je vous l'ai dit, vous l'avez souligné, Alain Rousset, le président, il est très engagé sur le sujet. Et lors des dernières élections en 2021, ils ont fait le choix de nommer une présidence, une vice-présidente en charge de la santé, un élu délégué à Une seule santé, qui porte cette politique et cette vision Une seule santé avec tous les vice-présidents concernés. On s'est aussi doté d'un comité d'orientation stratégique qui rassemble des experts et des personnalités qui contribuent à nous orienter sur la thématique Une seule santé, donc des experts qui sont des représentants du secteur de la santé humaine, de la santé animale et aussi de l'environnement. Des experts qui sont pour certains des chercheurs, des professionnels de santé, mais qui peuvent être aussi des entrepreneurs. Et puis en interne, au sein de la région, pour travailler ce sujet-là, il a fallu mettre en place un groupe de travail transversal. C'est vraiment le mot-clé quand on parle d'une seule santé, c'est la transversalité. Donc pour moi, ça voulait dire travailler avec les collègues de l'agriculture, de l'environnement, de la direction de la recherche. Je ne les cite pas tous, moi il y a une vingtaine de services avec lesquels je travaille. Alors je travaillais déjà avec eux sur ces questions de santé-environnement, mais ça a permis d'aller plus loin sur ces sujets-là et du coup d'avoir des réflexes qu'on n'avait pas auparavant de travail en transversalité. Ce qu'on a déjà engagé sur Une seule santé, c'est le vote d'une feuille de route en février 2023, une feuille de route santé, où on a inscrit l'approche Une seule santé comme boussole des politiques régionales. On a aussi inscrit Une seule santé dans le schéma régional de développement des entreprises, le SRDE2I. C'est un peu une spécificité de la région, la compétence développement économique. Ce n'est pas la première compétence à laquelle on pense quand on parle de santé-environnement, et pourtant, on a là des vrais leviers d'action pour aller parler de transition aux chefs d'entreprise. Voilà, c'était une vraie volonté de l'inscrire dans ce SRDE2I. Et ce qui nous reste à faire sur ce sujet Une seule santé, alors nous aussi on est très engagés sur le PRSE, donc on va avoir un PRSE qui est copiloté avec les services de l'État où il y aura une dimension Une seule santé, mais on cherche aussi, on veut faire voter un programme vraiment dédié à Une seule santé, donc un programme qui réponde aux spécificités du territoire régional, qui s'appuie sur nos compétences et qui soit opérationnel. Donc là, on va valoriser des choses qu'on fait déjà et on va surtout aller accompagner des nouveaux projets. Ce programme, il s'articule autour de 6 axes. Pour le moment, c'est un document qui est en cours de construction, mais je vous donne les 6 axes qu'on retient pour le moment.
Une première priorité qui serait de mieux connaître, documenter, comprendre. Donc là, vraiment, on s'appuie sur notre compétence recherche, en fait, accompagner les acteurs de la recherche sur ces sujets-là, à travailler de façon décloisonnée. Un deuxième axe qui est surveiller activement, alerter. Un troisième axe qui est préserver les environnements et le vivant en mobilisant là nos compétences sur l'environnement, notamment la stratégie régionale biodiversité, la stratégie régionale sur l'eau. Voilà, il y a un certain nombre de politiques. Un quatrième axe qui est informer, sensibiliser, former. Ça, c'est un point important et essentiel pour nous. Le cinquième, c'est accompagner les acteurs à mettre au point de nouvelles méthodes de diagnostic préventive et thérapeutique. Là, on est plutôt sur notre compétence développement éco et accompagner les entreprises à travailler sur ces sujets-là. Et le dernier axe, ça sera soigner. Et là, on est sur des questions d'attractivité, d'accès aux soins, mais d'attractivité pour les professionnels de santé, mais aussi pour les vétérinaires, puisqu'on a un plan de soutien à la médecine vétérinaire en zone rurale, par exemple. Alors, je vais juste peut-être illustrer et donner quelques exemples concrets d'actions pour vous montrer ce qui est déjà engagé. On a par exemple sur le volet recherche lancé un programme scientifique de grande ambition régionale, Une seule santé. On a demandé aux acteurs de la recherche de se mobiliser pour proposer un programme sur les maladies infectieuses émergentes. Et ils ont construit un programme autour de 2 axes stratégiques et complémentaires. Un premier sur les grippes zoonotiques, qui sont un problème pour le territoire, je vous l'ai dit en introduction, qui est porté par l'Université de Bordeaux et coordonné par le professeur Denis Malvy et Laurence Delahaye. Et un deuxième axe de ce programme de recherche sur l'antibiorésistance qui est porté, lui, par l'INSERM et coordonné par Frédéric Bringot et Marie-Cécile Ploy. C'est un programme qu'on a accompagné lors de la dernière commission permanente. C'est 3 millions d'euros d'aide. Alors, c'est le seul chiffre que je vous donnerai là, mais je trouve que c'est quand même parlant. Donc, l'idée là, c'est vraiment de mobiliser les acteurs de la recherche pour qu'ils travaillent de façon décloisonnée. C'est un changement de paradigme pour nous. D'habitude, on accompagne les acteurs de la recherche. C'est eux qui viennent nous proposer des projets. On finance si on y trouve un intérêt ou pas. Là, on a plutôt inversé les choses en disant, nous, on veut que vous travailliez sur ce sujet-là de façon décloisonnée et faites-nous une proposition. Donc c'était un des axes forts de ce programme One Health qui est donc en cours de construction, mais voilà, on a voté l'aide, ils vont travailler maintenant sur les prochaines années à ce programme. Ce qui est important aussi de souligner sur ce programme, c'est qu'on a sur la région mobiliser les 5 universités, les 3 CHU, des partenaires privés. Voilà, ça mobilise beaucoup d'acteurs, ce qui n'est pas forcément le plus simple, mais c'était un défi et pour le moment, c'est en bonne voie. Et puis d'autres exemples peut-être aussi, alors j'essaie de sélectionner en fonction de ce que j'ai entendu ce matin. Sur le volet sensibiliser, former, informer, on a un appel à projet à la région qui est de sensibiliser les jeunes dans des lycées par exemple ou sur des événements où ils sont aux questions de santé environnement. C'est un appel à projet qu'on lance tous les ans et qui nous permet de soutenir des associations, des structures qui font de la sensibilisation auprès des jeunes. Et on leur demande dorénavant, au-delà de la question de la santé environnement, d'avoir cette logique une seule santé et de leur parler de ce sujet-là. Et ça commence à bien fonctionner. Et puis le dernier exemple, peut-être que je pourrais vous donner très concret, la semaine prochaine, non c'est pas la semaine, c'est le mois prochain, on organise une journée de formation à destination des structures des formations sanitaires et sociales, puisque la région est pilote du schéma des formations sanitaires et sociales. Et donc, on organise une journée à destination de ces directeurs de structures, ces directeurs et directrices, pour leur parler de One Health, de santé environnement et de santé durable. C'est un exemple très concret d'appropriation de la thématique. Je vais peut-être conclure. J'ai 2 réactions par rapport à ce que j'ai entendu ce matin en propos introductifs. Madame Violent citait la logique de silo en disant que voilà, c'était nécessaire de la dépasser. Alors là, oui, effectivement, on a encore des logiques de silo qui sont très présentes. Et ça serait utopique de dire qu'on les a dépassés, on n'y est pas encore complètement, loin de là. Et surtout sur la santé où les compétences, elles restent partagées. Moi, je travaille, je vous l'ai dit, avec les services de l'État, mais quand on travaille sur un sujet One Health, ça fait beaucoup de monde autour de la table, en fait, et c'est quand même très compliqué. Et puis la deuxième réaction que je voulais porter, c'était une réaction par rapport aux propos de Monsieur Salva sur la recherche. Alors oui, il faut de la transversalité en recherche, des moyens supplémentaires, j'adhère complètement sur ces volets prévention. Et puis il y a aussi un besoin d'une meilleure diffusion et d'une meilleure appropriation des travaux de recherche qui sont portés. Au-delà de la communauté scientifique, en fait, il y a déjà
il y a ce sujet, il y a cet enjeu de vraiment faire le lien entre les travaux de recherche et notamment notre comité santé-environnement avec laquelle on travaille sur les PRSE pour une appropriation des résultats, pour que ça soit diffusé. Et notamment, on peut travailler sur ces sujets avec les centres de diffusion de la culture scientifique qui sont des bons relais. Voilà, là, il y a aussi un sujet. Merci. Vraiment, merci de votre exposé, c'est tout à fait passionnant. Je vais passer tout de suite la parole à Françoise Schetzel, qui, elle, est vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg. Françoise, j'ai été étonné quand on a préparé cette table ronde. Il y a des choses que, comme je le disais, que j'avais connues dans des temps au dernier millénaire, dans des pays qui étaient... j'ai fait ma 7e année de médecine au Gabon, donc, et on s'aperçoit que je retrouve exactement les mêmes pathogènes à l'heure actuelle à Strasbourg. Expliquez-nous un peu ce que vous avez mis en place, comment les choses se sont créées pour justement prendre en compte l'intégralité de ces risques quand on est une métropole. Merci de m'avoir invité. C'est vrai que notre entretien lors de la préparation nous a montré quelques points communs avec vous, Olivier. Moi, j'étais médecin du monde et je soignais comme je pouvais dans la jungle birmane des cas de dengue. Et à l'heure actuelle, il y a effectivement un risque de foyer épidémique de dengue sur Strasbourg. Alors, comment on s'y est pris à Strasbourg et à la métropole, 33 communes? Dans l'ancien mandat, moi j'étais conseillère déléguée à la qualité de l'air puis à la santé environnementale et on a adopté une stratégie. On a commencé par là, je ne sais pas si c'est le bon bout, mais tout compte fait, ça donne des résultats. Une stratégie, c'est-à-dire une délibération, c'était en 2018, en se dotant d'une politique métropolitaine en santé environnementale, qu'on n'a pas du tout appelé santé d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de compétences effectivement au niveau des intercos sur les questions de santé, au niveau des métropoles, et une délibération qu'on a appelée cadre de vie sain et durable. Et donc, il y avait 4 axes qui étaient évidemment par rapport à tout ce qui était de rendre la population plus actrice des questions de santé environnementale, d'avoir une aide au niveau des 33 collectivités, même si Strasbourg est modèle et qu'il n'y avait pas beaucoup de besoin d'aide, souvent. Et puis, bien évidemment, tout un axe sur les études, l'observation, et peut-être le dernier axe sur lequel je veux insister, parce qu'il nous amène tout naturellement à One Health, c'est santé dans toutes les politiques. Et donc, concrètement, qu'est-ce que ça a pu donner? Ça a donné pas mal de choses. Santé dans toutes les politiques, eh bien, déjà, mobilité. Ce n'est pas un hasard si je suis, moi, chargée de la zone à faible émission sur la métropole, qu'on a, j'allais dire, présenté non pas comme une question de mobilité, mais comme une question de santé et de climat. Et ce qui fait qu'on est considéré comme modèle. Ce n'est pas lié à moi, mais parce que, du coup, la ZFE a un sens qui n'est pas uniquement de faire travailler les industries automobiles, pour le dire vite. Et puis, ça a donné très concrètement aussi les questions, un travail sur les questions d'urbanisme, et ce n'est pas un hasard si je suis maintenant vice-présidente à l'urbanisme opérationnel, c'est-à-dire au suivi de tous les projets d'aménagement sur la métropole, parce que, évidemment, on avait intégré dans l'urbanisme les questions de santé et donc l'urbanisme favorable à la santé. Et puis aussi, très concrètement, je dirais presque que c'est un bruit de fond, et grâce d'ailleurs au soutien de l'ARS, merci Ariel, c'est on a lancé, on a introduit des actions très concrètes dans le cadre du contrat local de santé ville et métropole, qui est un excellent outil, les contrats locaux de santé, qui à mon avis, est l'outil très adéquat pour mettre ensemble tous les acteurs et surtout faire des actions concrètes. Et dans ces contrats, on vient de terminer un appel à projet qu'on a instruit avec l'ARS sur les questions de santé environnementale.
et de One Health. Il y a une vingtaine de projets, dont d'ailleurs les priorités portent sur urbanisme favorable à la santé, moustiques tigres et perturbateurs endocriniens et autres produits toxiques. Donc, voilà ce qu'on a fait en termes de stratégie. Le deuxième, et d'actions concrètes. Le deuxième point peut-être sur lequel je voulais insister, mais Anne-Laure, au niveau de la région, on a déjà parlé, c'est que nous sommes persuadés que vraiment les territoires, et je dirais même la proximité des communes et des intercos sont vraiment le lieu idoine pour faire avancer de façon très concrète et très pragmatique les questions de santé-environnement et de One Health. Parce que ça répond à des attentes d'une population qui, c'est vrai, est de plus en plus bousculée par les questions, par exemple, de pollution. La qualité de l'air chez nous est vraiment une préoccupation des habitants, mais aussi et de plus en plus la question des pesticides. Et donc, il y a la proximité qui joue et les attentes qui arrivent directement au niveau des élus d'une ville et des différentes communes. La métropole, c'est 33 communes avec des milieux très denses, hein, comme Strasbourg, ou du milieu rural et urbain. Mais là, donc, tout de suite, le maire est le premier interlocuteur. Et face à cela, c'est vrai qu'au niveau des collectivités, il y a un certain nombre de leviers. Et je dirais que les premiers leviers, c'est les politiques sectorielles qui n'ont rien à voir avec la santé. Ça a été un peu dit avant. C'est vrai que la mobilité, les questions d'agriculture, les questions de développement économique, les questions d'urbanisme, c'est les politiques sectorielles qui sont en haut du panier, c'est celles-là qui sont structurantes. Et donc, tout l'enjeu est d'y introduire un regard santé qui permet de fait de les orienter. Par exemple, à l'heure actuelle, nos projets d'aménagement sur la métropole introduisent systématiquement, alors soit sous forme de EIS, mais moi je pense qu'il faut intervenir bien plus en amont lorsqu'on fait des plans guides de la programmation d'aménagement. On introduit systématiquement un regard urbanisme favorable à la santé. Je pourrais le dire, mais je ne veux pas être trop longue, Olivier. Donc, on a des leviers et on est, je pense, les mieux placés pour fédérer des acteurs qui sont autant les questions d'université de recherche. L'université de Strasbourg est fortement engagée et voilà, je ne vais pas en dire plus, mais on a pas mal de projets avec eux et avec les chercheurs, les directeurs de labos mixtes, CNRS, etc. Mais aussi les associations environnementales, les associations de consommateurs et bien évidemment les différents agents des services. Et du coup, là, on vient de mettre sur pied un groupe local One Health. Je terminerai simplement en disant, oui, les collectivités sont bien placées, mais évidemment, ils ne peuvent pas faire seuls. L'ARS, chez nous, soutient avec les moyens qu'elle a, c'est-à-dire l'appel à projet pour 2023, c'est 50 000 € de l'ARS, c'est plus du double venant de la métropole. Et donc, là, il y a certainement une question de moyens qui est posée, y compris au niveau national, et on a besoin de l'État. Je prends l'exemple de la ZFE. Il nous semble qu'il y a un recul sur ces questions-là, par exemple, et donc, il y a des choses qui pourraient être mieux portées politiquement, mais j'ai bien entendu la position très volontariste et très active de notre député. Je suis au niveau du GSE également. Voilà, j'en termine par là. Merci beaucoup. À chaque fois, je coupe mon micro et merci beaucoup, Françoise. Il y avait une question que je voulais vous poser. Je ne sais pas si on aura le temps de la poser. C'était que vous nous parliez très succinctement du réseau Urbact, qui est le réseau des villes One Health au niveau européen. Mais je vais passer la parole tout de suite aux différentes questions. On a une question de Gilles Salva.
Cécile, on ne vous voit plus. Cécile Scarzoni. Je me suis aperçu que vous aviez disparu. Je ne sais pas si vous Non, je suis là. Ah bon, ça va. Gilles, je vous en prie. Oui, moi j'avais une question, alors c'est un peu pour plusieurs personnes, mais en particulier pour Anne-Laure et Françoise. En fait, vous avez très bien décrit les moyens que peuvent déployer les collectivités régionales ou locales pour soutenir notamment la recherche sur le One Health. Évidemment, vous l'avez très bien dit, c'est une recherche qui est forcément transversale. La question, c'est comment on organise la transversalité entre les régions, par exemple, ou entre les collectivités qui financent ce type de programme. Parce que très rarement, au niveau d'une région, on a l'ensemble des opérateurs de recherche qui peuvent répondre à l'ensemble des questions, même s'ils se mettent ensemble. Parce qu'on n'a pas une offre de recherche sur tous les domaines dans les régions. Et nous, on serait intéressés, on travaille beaucoup, notamment avec la région Nouvelle-Aquitaine, parce qu'on y a une implantation, mais, et notamment sur l'influenza aviaire, parce que c'est un de nos sujets. Mais on aurait certainement besoin, par exemple, par rapport à ce que présentait Pascal Boireau, d'appels à projets conjoints entre le DIM One Health et puis les instruments financiers qui sont mis en place pour le soutien de la recherche en région Nouvelle-Aquitaine ou en région Grand Est, sachant que je comprends bien que chaque région va financer ses équipes et c'est tout à fait normal, mais par contre, on peut aller chercher des compétences complémentaires dans d'autres régions, sous réserve que ces autres régions, elles amènent le financement de leurs équipes. C'est des choses qu'on connaît bien dans les programmes européens, hein, par exemple. Et il me semble, s'il y avait une instance sur laquelle, au sein de laquelle vous pouviez discuter, alors c'est peut-être l'Assemblée des régions de France, je ne sais pas, mais de coordination de ce type de programme alors pas sur toutes les questions, parce que les territoires sont différents, les questions de santé-environnement sont différentes entre des territoires purement urbains, rurbains ou purement ruraux, en fonction des espèces animales et des espèces végétales qui sont cultivées, etc. Mais il y a un certain nombre de questions communes qui pourraient être adressées et je posais la question des instruments qui existent pour coordonner tout ça, en fait, indépendamment du fait que l'État doit aussi amener son propre financement et tout ça pourrait être bien coordonné, quoi. Peut-être que Anne-Laure pourrait répondre à cette question et Françoise, très rapidement. Je laisse Anne-Laure répondre au départ, c'est plutôt une question sur la région et puis je reprendrai la parole aussi. Oui, merci. Effectivement, c'est une bonne question et c'est une difficulté pour nous parce que c'est compliqué pour nous d'aller accompagner des acteurs qui sont hors région, mais vous citez les acteurs de la recherche, mais c'est pareil pour, par exemple, des entreprises qui pourraient être partenaires d'un projet et qu'on ne peut absolument pas accompagner. Le cadre le plus adapté, vous l'avez dit, en fait, finalement, c'est les appels à projets européens dans le cadre d'appels à projets avec des coopérations entre régions. Mais c'est vrai qu'il faudrait que ça soit discuté au niveau national peut-être, d'appel à projets qui permettraient de travailler de façon conjointe. Vous avez raison avec l'Île-de-France, mais aussi nous, on en avait parlé, Monsieur Salva, sur l'arc atlantique, sur la grippe aviaire, typiquement. Et ça suppose qu'on se rapproche des régions qui sont concernés. Ouais, il faut qu'on trouve une instance de discussion. Après, ma question était, en fait, on sait le faire au niveau européen, paradoxalement, où c'est beaucoup plus compliqué avec les interreg, notamment sur l'arc atlantique, par exemple, il y a des interreg qui financent des projets. Et finalement, on n'a pas les instruments, je ne dis pas qu'on ne pourrait pas le faire, mais on n'a pas les instruments au niveau français pour faire cette coordination, créer une dynamique de coordination, en fait, parce qu'on sait que ce ne sera pas de la synthèse additive, parce que si on arrive à regrouper toutes ces compétences d'une part et tous ces moyens d'autre part, je pense qu'on peut faire mieux que en les additionnant simplement. Peut-être, Olivier, si vous moi, je suis complètement d'accord, c'est au niveau plutôt européen que ça se passe et on ne sait pas très bien quelle est la coordination. Tout ça pour vous dire que l'Université de Strasbourg et le site universitaire est lauréat d'un appel à projet VAC 3 que vous devez connaître
Gilles, pour près de 40 millions d'euros, qui est sur les questions de One Health. Et donc, ça, c'est au niveau effectif et dont nous sommes partenaires et dont la région également, Grand Est, est partenaire. Tout ça, moi je leur dis, alors évidemment, je suis invitée dans toutes les réunions, mais là, c'est effectivement les chercheurs, la recherche et l'université qui sont en premier plan. Alors, du point de vue de comment est-ce que ça doit se coordonner, moi, à mon humble niveau, au niveau d'une interco, je suis dans 2 réseaux, mais qui ne sont pas spécifiques recherche. Et peut-être qu'il faudrait introduire effectivement un point recherche. Je pilote au niveau de France Urbaine, qui est donc l'association des grandes villes et métropoles de France. C'est tout récent. Un groupe de travail sur les questions de santé-environnement One Health, qui de fait aussi rassemble l'ensemble des autres commissions sur des politiques plus sectorielles. Ça commence, ça pourrait être un lieu de coordination, mais uniquement au niveau des villes et des métropoles, et bien sûr, ça ne suffit pas. Et du coup, et là je retourne au niveau européen, parce que l'université, c'est une chose. Je trouve que ce qui est très intéressant, c'est aussi lorsque l'université s'intègre dans des espaces plus larges, notamment on pense à de la recherche participative, recherche collaborative, etc., etc. Et ça, c'est possible avec One Health. Nous, on vient, là aussi ça commence, dans un programme européen qui s'appelle URBACT, qui, avec comme pilote Lyon, mais qui rassemble des collectivités, des villes européennes du nord de l'Espagne, de Portugal, de l'Allemagne, et dont l'objectif est d'avancer concrètement et de façon pragmatique sur des actions One Health au niveau des territoires. Et ça fait aussi appel à de la recherche. Et l'Université de Strasbourg, je peux vous dire que premier groupe, on a mis sur pied un groupe local, du coup, dans le cadre d'URBACT, et les chercheurs et les universitaires ont été très présents dès le départ, avec des discussions tout à fait intéressantes avec les associations notamment, mais pas que. Merci. Alors, je vais être obligé malheureusement de clore cette première partie du colloque. J'avais encore au moins une question à vous poser. En particulier, c'était l'appétence des chambres de commerce et d'industrie et celle des chambres régionales d'agriculture par rapport à ces questions de One Health. Je pense que je les poserai demain aux différents acteurs qui seront autour de la table. Je voulais vraiment vous remercier. C'était, à mon avis, personnellement, j'ai trouvé que ces débats étaient passionnants. C'était un immense plaisir que de préparer ce débat avec vous, d'ailleurs, et avec Anne-Cécile également. Et donc, merci beaucoup de cette première table ronde qui augure 2 belles tables rondes demain à 8h30. Et je vous invite tous et toutes à ce qu'on se retrouve demain à 8h30 sur le site, sur le lien que normalement vous devez avoir reçu, je pense qui est le même d'ailleurs. Et non, c'est un autre lien, mais enfin c'est pas très grave. On va vous le renvoyer de toute façon à toutes les personnes inscrites, le lien pour demain. Et vraiment encore merci. Excellente journée à tous. Et à demain matin pour continuer les débats entre nous. Merci et bonne journée. Merci beaucoup.